Bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est une grosse update. Mais comme d'habitude, je prépare rien. Et comme d'habitude, c'est après une grosse mise à jour de programmation un peu dans le blind. C'est-à-dire que je programme sans voir ce qui se passe sur l'écran. Et quand tout est stable, j'affiche. Et ça, c'est en général le moment où je fais une vidéo. Mais j'ai déjà réglé tous les bugs qui empêchaient de compiler. Ça veut dire que même si on a des comportements qui sont euh, bizarres, mais normalement, le logiciel est stable, il ne va pas planter, quoi. Mais on peut se retrouver dans des écrans dont on n'arrive plus à sortir, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est la philosophie de mes vidéos. Donc, énorme avancée là en à peine une semaine et quelques. Donc j'ai introduit un système de navigation puisque quand on programme ces petites choses là, vous avez rien dedans. Vous n'avez pas, enfin vous avez les bibliothèques C++, donc ça gère du texte, ça peut même gérer des images ou ce que vous voulez, mais euh, vous n'avez même pas réellement de système de, par exemple de stockage de fichiers, de, de dossiers utilisateurs, ou vous n'avez pas de lecteur pour vos fichiers HTML, vous ne pouvez pas afficher une page web là-dessus. À moins de vraiment essayer d'afficher une page web et en recréant un lecteur fait pour ça, mais ça ne peut pas faire tourner Chrome, jamais de la vie. Ça peut pas faire tourner Adobe, Photoshop, machin, tout ça. C'est extrêmement limité en consommation, mais aussi un peu en choses préinstallées. C'est vide quand ça arrive, d'accord? Et c'est tellement faible en puissance de calcul qu'on ne peut pas installer même pas un Linux dessus. D'accord? On peut rien installer comme système d'exploitation là-dessus, c'est trop petit. Okay. Contrairement à lui, le Raspberry Pi, qui est tout petit parce que l'écran est plus gros. Vous voyez que la carte est même pas plus grosse. Ça, c'est l'écran que vous voyez derrière en bleu. C'est juste l'écran. Je pourrais mettre dessus un écran de cette taille-là, un 3 pouces et demi, pourrait très bien tourner dessus. Mais il peut aussi être branché sur ma grande télé là-bas derrière. Pas de problème, il l'a fait tourner aussi. Enfin, je sais pas, peut-être du Full HD, mais pas trop du 4K ou des choses trop. Bon, alors, nous sommes cantonnés à ça. Le concept de notre réseau sans infrastructure, c'est que c'est aussi un peu le réseau du pauvre, c'est un peu le réseau de survie. Hein. Ça, avec une bonne batterie ou un petit panneau solaire, vous êtes connecté, enfin, votre truc marche. Et même lui, hein, panneau solaire, pas de problème, le Raspberry Pi. Donc j'ai dû créer toutes mes propres conventions là-dessus. J'étais pas obligé de suivre un système genre Windows et tout. Je vais vous expliquer pourquoi je viens de rajouter ces deux boutons là, Control et Shift ici. Euh, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore de clavier dessus. Vous remarquerez, il n'y a pas de clavier. J'ai un touchscreen. Et je vais installer un clavier, mais ça va être un clavier qui va être vraiment fait, designé pour la machine. Pardon, là c'est flou, c'est vraiment désagréable, je suppose. Je sais pas comment faire. Je pense qu'il faut que je zoome vraiment bien. Il va se mettre. Donc, cette machine-là, elle n'a même pas de clavier pour le moment. Or, pour pouvoir sélectionner des emails, des choses, naviguer, etc., je n'ai même pas tellement la place. Enfin, je pourrais mettre un petit clavier tactile, mais franchement, je préférais autant, vu le coût de la chose, en avoir un deuxième séparé qui sert de clavier. Je suis en train d'étudier plusieurs solutions, beaucoup de choses. Mais pour le moment, il va y avoir des boutons qui sont des boutons touch électroniques d'une simplicité vraiment extrême. Facile à changer, très durable, vous pouvez les mettre dans l'eau, les ressortir de l'eau. Donc ça, je vais les mettre autour et je vais me débrouiller avec un clavier de 20 touches. C'est vraiment horrible cette histoire de mise au point là. Ok. Donc en attendant, il fallait que je puisse pour tester mes routines. J'avais pas envie de m'arrêter pour repartir dans du hardware et installer un clavier et machin. Donc j'ai juste installé là une touche CTRL et SHIFT. Alors elles sont inversées, je vais les échanger. Donc CTRL me permet de sélectionner plusieurs éléments. Et je les ai fait en toggle. Donc j'appuie sur CTRL, je suis en mode CTRL activé. Je peux sélectionner plusieurs éléments, désélectionner des éléments, vous savez, quand vous regardez vos emails ou autres, pour pouvoir les effacer, faire des actions quand même minimales, qui ne demandent pas de taper du texte. Et j'ai un Shift qui permet aussi de sélectionner d'une case tout en haut à gauche,
vers une cage tout en bas à droite, ça va sélectionner tout ce qui est entre les deux ou en ligne, hein, ligne horizontale, ligne verticale. Pour ça, on a des bibliothèques quand même un petit peu prévues dans C. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Vector qu'on va utiliser, qui regarde d'où vous partez et où est-ce que vous arrivez. Enfin, ça fait de la gestion comme ça de l'eau et autres. Donc voilà. Qu'est-ce qui est nouveau? Le plus nouveau ne se voit pas parce que cet écran-là, vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos avant. Ce qui est nouveau, c'est ce système de navigation que j'ai baptisé Subcell. Subcell, ça veut dire sous la selle. Et en fait, le mot complet, c'est Subcell Grid. C'est-à-dire que là, vous voyez que je suis dans une grille dans laquelle je peux me déplacer, je peux aller vers la gauche. Quand je ne peux plus aller à gauche, ça va me dire là, tu sais, tu ne peux pas aller ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Par contre, tu peux repartir à droite. Vous voyez? À droite, vous avez une barre verte. En haut, à gauche et en bas, vous avez des barres rouges. Ça veut dire qu'il n'y a nulle part où aller dans le labyrinthe. Mais je peux débloquer ces cellules. Si je commence à débloquer des cellules dans un mode de gestion, donc je fais un double tap. Hein? Voilà, je fais un double tap, j'arrive dans cet écran-là. J'ai ma touch zone que j'avais voulu pas complètement transparente pour comprendre exactement ce qu'elle était, mais bon, laissez ignorer. Ça, c'est une représentation des mêmes cases que vous voyez avant, sauf que je ne suis pas limité pour aller en haut, à gauche, en bas, à droite. Et, vous voyez, ça me permet de bouger mes widgets. Hein, toutes les fonctions que vous avez vues, alors sauf les 9 fonctions de base, mais je peux les déplacer, je peux les copier, je peux les déplacer. Je peux activer ou désactiver des zones qui vont faire partie maintenant de l'espace navigable. Hein, je peux débloquer, je peux faire un petit chemin là, un petit labyrinthe, vous rentrez dans des pièces à gauche, à droite. Alors attention, sur les Raspberry Pi et tout, si ça se trouve, je vais faire un truc un peu 3D, genre pour ceux qui connaissaient les tout premiers jeux vidéo, genre Doom. Bon, en tout cas, c'était Wolfenstein avant même. Ce serait plutôt du Wolfenstein. Alors, voilà, donc là, vous voyez, là, je peux déjà vous dire, je sais que j'ai un bug, c'est que ces colonnes-là, j'ai un petit défaut, je suis obligé de taper à côté pour fermer. Donc, ça, ce sont la gestion des widgets et des installs. Je peux faire des installations ou des désinstallations à partir d'ici, d'accord? Je vais fermer l'écran, donc je suis obligé de taper à côté du plus parce que c'est mal placé. Alors, je reviens ici. Ici, je suis dans ma cellule de navigation, mais quand vous arrivez dans le software, je vais partir vers la droite. Je vais vers la droite, ça veut dire je vais pas vers la droite. Le dashboard est toujours centré au début. Hein, le dashboard, là, que vous voyez. Alors, j'ai rien mis dans celui-là, parce que c'est juste histoire de tester. Mais c'est là où vous arrivez, c'est la cellule 00 toujours. Okay. Ici, vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai ma mairie. Ça, donc, vous avez un lien direct avec tous vos services de mairie. Tout en haut, au-dessus de moi, Discover. Ça, c'est vous partez sur le réseau en dehors de chez vous et vous allez découvrir le monde. Mini desktop, c'est juste un truc parce que je ne savais pas quoi mettre, mais vous pouvez mettre des icônes dedans, des choses. C'est un type de cellule qui s'appelle desktop cell. Ce sont des cellules qui sont utilisées dans lesquelles vous pouvez mettre des icônes comme un petit desktop. Après, vous avez des cellules qui sont des pages en fait, qui sont des pages, mais qui sont des pages de deux types. Channel, elles sont verticales. Quand vous allez rajouter des informations dedans, la page, elle va quand même avoir un timestamp que vous pouvez afficher ou pas, et ça va défiler vers le bas. Comme quand vous rajoutez des posts sur vos Facebook, là, sur votre mur. Là. Voilà, ça marche comme un mur Facebook, mais il y a un autre mode qui, lui, est plus vaste, qui est à l'horizontale. Vous pouvez aussi aller à droite, à gauche. OK. Et ensuite, vous avez le dernier qui est le type application. Ça veut dire que toute la cellule, quand vous cliquez dedans, boum, vous allez partir dans une application. Certaines applications peuvent vivre dans une seule cellule, ici même, dans ce grid. D'accord? Une application pourrait utiliser deux cellules, celle-ci et celle-là, mais une application peut nécessiter son propre grid. Parce qu'elle va prendre trop de mémoire et elle ne pourrait pas vivre à côté d'autres choses qui tournent. Parce que là, quand je pars à gauche, à droite, j'ouvre mes emails, mes choses, tout vit en simultané. J'ai accès à toutes mes choses en simultané, je ne lance pas tout ce qui est dans la grid tourne. Sauf, enfin, on peut mettre des choses en pause, j'ai un mode, dans le petites choses install que je vous ai monté avant, il y a un mode où je peux les désactiver, mais sinon tout le monde tourne en même temps. Tout le monde tourne des 9 cases autour de vous. Si je monte vers le haut, les cellules qui ont disparu ici en bas, en fait ne tournent plus au niveau de la mémoire. Mais celles qui sont ici, qui auraient pu être dévoilées, vont se charger. Et celles qui ne tournent plus, elles ont juste enregistré des petites informations pour permettre, quand je repars, de retrouver mon state là où j'étais. Je reviens, quand elles reviennent avec leur state. D'accord? Ça, c'est pour juste gérer de la mémoire. Donc, en fait, je vais écrire sur le disque des petites informations que je n'ai pas envie de garder en mémoire RAM. Okay? Ensuite,
Ok, vous avez un quick launch, donc en fait qui est un desktop. Bon, c'est pas grave. Ça va être une liste de choses très, très utiles. En bas, mini desktop C, donc voilà, c'est juste que le B me sert de quick launch. Forum Agora, ça c'est pas prêt, ce seront des forums. Pardon, je suis en dehors de l'écran. Forum Agora, ce seront des forums. Alerte civique, donc ça quand vous arrivez ici, dans votre dashboard là, ça c'est en fait c'est vos emails. Alors pour le moment j'ai déplacé l'application. Ici vous aurez vos petites alertes, des choses très urgentes vont s'afficher immédiatement quand vous arrivez dans l'appareil. Mais en réalité, normalement quand je rentre, je vais me retrouver sur une cellule qui est celle-là. Ça c'est ma première application que je lance aujourd'hui. Alors là c'est flou mais bon. Ouais. C'est la première application qui vit enfin, c'est la première application qui a son propre subgrid, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une grille comme ça que quand je clique là, boum, je rentre dans une dimension à l'intérieur dans laquelle il y a une autre grille comme ça. Et les dimensions sont infinies. Quand je rentre, ça ouvre une grille, je rentre, ça ouvre une grille, je rentre, ça ouvre une grille. Vous pourriez cacher des choses, des informations parce que les grilles sont assez grandes, vous pourriez cacher des informations juste en les mettant quelque part où personne n'ira parce qu'ils savent juste pas regarder. Mais bon, ça c'est bon. Voilà. Donc il y a un système d'adressage que j'ai dû créer du coup pour aller localiser les informations qui sont dans ces espaces imbriqués. Ce sont des plans dans des plans dans des plans dans des plans. Voilà, tout simple. Cartésien, tout simple. Il y a X, Y et basta. Alors. Je reviens ici. Alors, je vais vous montrer maintenant donc qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans ma subgrid. Là. Voilà, dans ma subcell, pardon. C'est moi qui ai inventé les trucs. Mais... Ouais, c'est une subgrid. En fait, l'autre, c'est une subgrid de celle-là. C'est une grille enfant de celle-là. Alors là, quand je clique... Oups, ça. Ouais, ça pas du tout, hein, mais... on va voir si ça donne la vidéo. Oups, ça. Oups là, non. Hop. Je voudrais rentrer là. Je dois cliquer, non? Ah non, oui, je dois la mettre, alors il y a un truc, je dois la mettre au centre de l'écran, parce que j'ai pas fini les sélections pour le 3x3. Donc, je dois la mettre au centre de l'écran, et là, c'est en viewport 1x1, c'est elle qui est sélectionnée, en réalité. Donc, quand je repasse en 1 par 1, ça c'est un bascule 1 par 1, 3 par 3, en fait. C'est juste une navigation. Mon espace, comme je vous l'ai expliqué, vit tout le temps en même temps. Donc là, tout ce que je fais, c'est que je suis en train de zoomer, en fait. Je suis en train de zoomer sur cette case. Vous voyez qu'elle est plus grosse. Oui, mais c'est que quand je suis en zoom comme ça, parce que le chose n'est pas très, très bien terminé. Normalement, je dois faire Enter, même si Enter doit disparaître. Enfin, c'est pas grave, on s'en fiche. Je vais rentrer dedans. Et là, ça m'emmène dans ma cellule de dashboard. Ça, c'est la cellule 00 de mon sous-espace. Et il m'affiche très rapidement les derniers petits messages que j'ai reçus. Alice me demande, on se voit, et Bob dit, ok, je dis. Donc en fait, ça, c'est un message qui a été envoyé à plusieurs personnes. Ok. Donc je vais sortir maintenant de mon mode 1 par 1 parce que je suis toujours dans mon subgrid de Geomail. Là je suis dans Geomail. Je vais maintenant vous montrer les autres cases de Geomail parce que ça c'est juste l'entrée. On aura des petites informations qu'on aime bien avoir quand on arrive dans l'espace vite fait, les petites alertes, les choses importantes, j'en sais rien, j'ai pas encore tout. Les votes probablement parce que vous savez qu'il y aura un système de vote et de sondage. Civique et tout. Mais bon, il y a une interface qui est pour tout le monde, même les étrangers. Et puis il y a des interfaces qui sont réservées aux Français, enfin ou aux Centrafricains, enfin, aux nationaux, et qui eux ont des fonctions additionnelles, de vote, de sondage, etc. Les étrangers ne peuvent pas en fait déclencher de vote. Après, on verra pour le statut des étrangers qui vivent dans la commune et qui sont résidents, qui sont donc des citoyens. Hein, nous, ici, on fait la différence entre un national et un citoyen. Quelqu'un qui habite dans une ville. Je dirais même quelqu'un qui est physiquement sur le territoire de la commune est un citoyen. Mais ce n'est pas forcément un national. Ça peut être un citoyen de longue durée qui a un permis qui a un visa de long séjour et il reste là, il a une location, il a un chez lui et tout. Et puis il y a celui qui est de passage. Celui qui vit là, qui paie des taxes là, il y a certaines des choses dans la commune auxquelles il devrait être invité à voter. Mais moi, je préférerais dire que non. Je préférerais qu'il trouve un citoyen et qu'il puisse déléguer auprès d'un citoyen ses revendications et elles seront notées en tant que lui, ce sera lui, mais ça passe par un citoyen. C'est pour des questions comment on va dire ça, d'ingérence et de choses comme ça. Alors, ici, donc, je sors et me voilà dans mon... Alors, c'est la première fois que je le découvre. Non, en fait, je l'ai vu juste un coup. Mais c'est la première fois que je vais le lire, ce qu'il y a dedans. J'ai vu juste que c'était que la police est trop grosse. Mais c'est pas grave, ça. Donc, ici, vous avez en haut, zone 1, Reader A, Reader B, Reader C.
Les readers, là, ce sont en fait des espaces dans lesquels vous pouvez mettre temporairement des emails. Vous ouvrez un email, vous allez le mettre dans un reader A, B ou C. Alors les boutons ne sont pas encore activés là dans la liste des emails. Vous aurez en fait un petit bouton qui vous permet de l'envoyer soit sur A, B ou C. Et donc vous pouvez le laisser là, ça vous permet de manipuler. Vous avez ces trois là en haut qui sont des endroits où vous pouvez afficher des emails et basculer facilement dessus. Et celui, parce qu'on est sur un tout petit écran, donc on doit gérer l'espace. Et donc voilà. Et ici c'est le compose et reply. Donc c'est ici que vous avez votre email que vous êtes en train d'écrire. Ok. Et vous pouvez comme ça copier des blocs de texte dans cela, mettre dans le presse-papier que je n'ai pas encore créé et faire des copier-coller. Hein, c'est pour pouvoir manipuler rapide et on passe, paf, 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 on sort, on rentre, on sort, on rentre. Voilà, ça va être comme ça. Hein. Ici, vous avez vos, Ici, vous avez vos contacts. Je ne sais même pas, je crois que les contacts n'existent pas encore. Oups, ah non, il me renvoie là, oui, non. Pardon. Les contacts n'existent pas encore, mais on a mis l'emplacement. Pardon. Et prop data, machin, il a mis ce qu'il voulait. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis quelque chose, mais j'étais en train de décider avec ChatGPT. Et comme j'ai rien dit, il a décidé de mettre un truc que j'ai pas remarqué. Bon, c'est pas grave. Ici en bas, vous avez vos fichiers, vos volumes. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez des emails, les fichiers de vos emails, vous allez les trouver dans un espace qui est un espace disque. Ils ne sont pas en fait attachés à votre email. Ils sont attachés à votre email d'une manière symbolique, mais en réalité, toutes les pièces jointes de vos emails ne voyagent pas avec vos emails. D'accord? Et d'ailleurs, dans mon système, même quand vous faites un forward, l'email qui est forwardé, lui, il voyage seul. Mais il va transporter avec lui la liste des gens qui l'ont forwardé depuis le début. D'accord? Mais par contre, les messages que ces gens-là ont voulu rajouter, les photos, les branches, en fait, elles sont dans un paquet qui arrive derrière. Donc, vous recevez en priorité parce que nous, tout ça, c'est géré sur des réseaux qui seront des réseaux de bas débit. D'accord? Donc, quand vous allez... déjà, quand vous discutez entre citoyens, les messages entre mairies ou d'une mairie vers un citoyen, ils sont prioritaires sur les vôtres de citoyens. Et après, vos messages d'alerte, parce qu'il y a le feu chez vous, ça, c'est prioritaire sur tout. D'accord? Donc il y a des priorités. Et les pièces jointes, les photos, les blabla qui sont rajoutés à un truc qui est forwardé, ben en fait, ils viennent après. D'abord, on reçoit le message. Et après, on reçoit les pièces jointes. Hein? Et puis, dans notre système de messages avec la blockchain, là, il n'y a qu'une seule partie du message qui est vraiment dans la blockchain. Parce que la blockchain, il ne faut pas qu'elle devienne trop énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne garde que le sujet de l'email, le corps de l'email est séparé. Si vous voulez encrypter, machin, comme vous voulez, mais il n'est pas dans la blockchain. La blockchain n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre pièce jointe. Elle a juste besoin de pouvoir vérifier à un moment donné si c'était bien la pièce jointe en question. D'accord? Et pour savoir si c'était bien la pièce jointe en question, on utilise un hash, on utilise une espèce de fonction qui ne peut donner qu'une seule image pour un document donné. Et donc, le document de ce fait est unique. Donc, si on veut proposer un document en disant « Oui, c'est ça que j'avais envoyé », bah non, je peux te dire que non. Je ne sais pas c'est quoi le truc qui est envoyé, mais c'est pas ça. Et si je l'ai, le truc qui est envoyé, et que je le montre, je peux prouver donc que c'était bien celui-là qui était envoyé. Puisque le hash sera le même. D'accord? Et donc, pourquoi je parle de tout ça? Oui, donc les fichiers, les pièces, tout ce qui est pièces jointes, photos, machin, c'est séparé du message en vérité. Hein. Ça vient à côté. Et pareil, pour le réseau qui est le réseau survie, qui est ces petites stations S et des engins de ce gabarit-là, il y a toute une partie des communications qui sont bridées. Je vais m'expliquer. Vous avez ça. Vous voulez envoyer à quelqu'un une photo. Lui, il a ça. Vous voulez envoyer une photo de là. C'est une photo haute définition. Et vous savez que vous n'avez pas besoin que ce soit haute définition. Quand vous allez l'envoyer à lui, il va recevoir votre photo qu'il ne pourra pas ouvrir. Et il va recevoir, c'est cet engin-là qui a la puissance de le faire, qui va calculer une miniature que lui, il pourra afficher. Et la miniature, elle a la taille de cet écran-là qui est du 480 par 320. Okay? Plus gros que ça, il y a une autre fonction aussi où il la découpe en plusieurs petites et lui, il aura un visualisateur qui peut faire des bouts, mais lui, il ne peut pas compresser. On ne veut pas. On ne veut pas lui donner du traitement de compression d'image et de machin, ça va alourdir le machin, d'accord? Donc, tout ce qui est survie, vote, truc, machin, on est sur du bas débit, sur du survival mode. Bien sûr qu'on veut pouvoir envoyer une photo, mais avec du 320 par 200 et quelques, même une photo de quelqu'un, on peut montrer ce qu'il y a à montrer, ou une photo composite, comme j'appelle ça, donc qui est une espèce de quadrillage de plus petites photos. Bon.
Ensuite, ici, les actions, bah, ça c'est une case dans laquelle j'ai stocké des fonctions qui arriveront plus tard dans le mode, parce que normalement ici en haut à gauche, je vais avoir une touche de menu contextuel. Et pour le moment, les choses qui seront dans le menu contextuel, je les mets dans les cases de bas à droite, c'est juste un, voilà, c'est en attendant. C'est pour la programmation. Mais donc vous voyez que ça avance bien. Et les messages là que vous voyez, dans le logiciel tel qu'il est fait, il est déjà préparé à les envoyer à lui ou à un mobile phone sur lequel vous avez installé mon application. Le mobile phone, il y a déjà une application donc, que vous installez dans Termux et qui vous fait une espèce de petit environnement Linux dans lequel il y a un petit serveur et ce petit serveur sur votre téléphone peut communiquer avec lui, avec tout notre réseau à nous. Et ça fait le pont, du coup. Et donc, si vous avez Internet, là, vous êtes en train de partager... Enfin, vous pouvez partager Internet avec tout le réseau. Et de ce fait, le réseau est maintenant Internet-powered. Mais s'il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. C'est le système Vector 2, là, que Géomanette, en fait, c'est le long. Hein. C'est des paquets... comment on va dire ça? Ce sont des paquets géo-adressés qui sautent de bulle en bulle en essayant d'atteindre un point géographique approximatif à partir duquel une vraie adressage réseau et une vraie adresse, enfin, d'où on va pouvoir vous trouver. Mais disons que quand j'envoie un message, au départ du message, même s'il était intercepté, le message, on sait qu'il va dans une région globale, mais on ne sait pas encore exactement c'est pour qui. Ça se dévoile quand on arrive dans des bornes qui sont à un certain nombre de sauts de distance en termes de réseau de la personne cible. Voilà. On est à 20 minutes, là, ça fait déjà très très long. En tout cas, voilà, je voulais dire que je suis... Donc il y a beaucoup de choses là dont vous ne vous rendez pas compte, mais qui représentent beaucoup de travail. La sélection de fichiers, quand, par exemple, vous savez, quand vous regardez des fichiers, vous voudrez savoir lesquels sont protégés en écriture ou pas, ou lesquels sont... Vous savez, quand vous sélectionnez un groupe d'objets, qui ont ou qui n'ont pas les propriétés en commun et que vous voulez changer une de ces propriétés-là, vous avez une manière de dire oui, en ce moment tout le monde a sélectionné cette même propriété, donc par exemple tout le monde est en accès lecture. Par contre, quelquefois vous pouvez dire ah non, là certains sont en accès et certains ont l'option activée et l'autre ne l'ont pas. Donc vous savez, vous vous rendez pas compte, mais quand vous sélectionnez des choses dans Windows, il y a tout un langage en fait entre vous et Windows qui fait que vous vous y retrouvez. Et bah, moi, je suis obligé vraiment de l'implémenter ça au minimum pour que les gens puissent sans réapprendre tout un système, se dire ah mais c'est comme dans Windows, ok, j'ai contrôle, j'ai shift, j'ai truc, je sélectionne des machins, j'ai mon truc mon menu contextuel, ouvrir avec, voilà, ça a marché comme ça pareil. Hein. Mais je peux pas faire trop vaste parce que c'est une toute petite machine et je veux que ça marche pour tout le monde, partout dans le monde, et voilà. Donc je vais en arrêter là, 23 minutes, ça me semble pas mal. Il y a encore d'autres innovations que j'ai déjà plus ou moins mises en place là-dedans, mais je ne peux pas parler de tout en une fois parce que j'ai avancé sur trop de choses qui étaient sur le côté. Voilà. Donc là, normalement, donc, je suis un petit peu déçu que je ne puisse pas rentrer. Ah, mais non, mais c'est moi qui suis bête. Je ne sais même pas utiliser mon propre système. Regardez. Je vais y aller, je veux savoir à quoi ressemblent mes contacts. Je mets ma case contact au milieu. Et là, je vais passer en viewport 1.1 et on va voir s'il y avait quelque chose ou pas. Mais normalement, j'ai presque rien là-dedans. Phase 1, Recent Favori. Ici, voilà, vous voyez, il n'y a rien en fait. Hein, j'ai juste mis un placeholder. Et on va faire pareil, on va aller voir Compose. Est-ce que je peux composer un mail? Ça, normalement, je dois commencer à avoir une petite boîte. Voilà, Compose, Ready, Phase... Ah bah non. Ouais, c'est juste... non, non, mais j'avais déjà une fenêtre de composition, mais elle n'est plus compatible avec mon nouveau environnement là, donc j'étais obligé de la mettre de côté. Mais j'ai des choses déjà prêtes dans tous les sens. Ouais. Et je suis content de cette avancée. En tout cas, ça commence à ressembler à ce que ce sera. Tiens, en bas... Ouais, non, mais c'est pareil, les files, inbox, tout ça. Là, la prochaine étape, ce sont ces deux cases-là, d'accord? La case listing des emails, sélection d'emails, j'affiche mon email, je sélectionne des emails, je les efface, nanana. Et ici en bas, gestion des fichiers.
avec création des volumes, comment je nomme mes volumes. En fait, par défaut, les grids, elles auront des volumes. Chaque grid, elle a un volume. Une application, elle a son volume par défaut de toute façon. Mais après, vous pouvez organiser quand vous regardez, donc il y a un volume qui est pour l'application Gmail et sur lequel vous pouvez installer une espèce de symlink, on appelle ça, pour qu'un certain dossier ici, tout soit copié en double immédiatement dans vos dossiers personnels, qui est dans votre espace, dans votre volume d'informations personnelles. Donc même si j'efface l'application, tous ces fichiers restent dans votre dossier à vous. Ok. Quoi d'autre? Que dire d'autre avant de fermer? Oui, je voulais vous dire... je vais essayer juste une chose ici. C'est de cliquer sur un email, selected. Ah, j'ai juste fait le selected, mais il est pas, il s'ouvre pas. Parce que le bouton dans lequel... Parce qu'au début, j'ai pas prévu d'ouverture. Pour pas avoir à faire des boutons de lancement dans chaque application, j'ai une espèce de bouton à tout faire pour des delete, des move, des machins. Et dedans, il y a open. Enfin, donc là, normalement, il est censé m'ouvrir le message quelque part, mais bon, c'est pas encore en place. Et le bouton back, là, je sais pas pourquoi il est là. Ouais, il marche, mais il faut cliquer à côté. Donc back, je suis revenu ici. Back, je dois revenir jusqu'en 0. Le bouton back, normalement, où que vous soyez, au plus profond que vous soyez de n'importe quel grid au confin de l'univers de mon système, si vous continuez à appuyer sur back, au bout d'un moment, vous êtes dans le dashboard et dans la cellule 00 du root grid. C'est-à-dire, c'est la grid primordiale qu'on appelle root grid. Les autres, elles ont des noms. Autres, quoi. Mais la root grid, c'est lui. Donc voilà, je crois que c'est bien, c'est une bonne conclusion pour ce petit... Je suis vraiment désolé pour les choses qui bougent, etc. J'ai fait un peu à l'arrache et j'avais pas prévu. J'avais mal réglé mes choses. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un petit peu regardé. Et donc on va faire les emails. Et la première chose qu'on va faire dans les emails, c'est immédiatement d'avoir la partie sondage, polls, sondage et vote. Parce que je veux vraiment que ça fasse partie quasiment du corps des emails, ces choses-là. Donc vous verrez, ça va être sympa. Voilà, à bientôt, à plus tard.